sur les difficultés donc, de l'entreprise et surtout comment anticiper et gérer ces différentes difficultés. Alors, pour une meilleure organisation et puis un meilleur retour, je vous demandera donc à tous de couper vos micros et de couper vos caméras, de manière à ce qu'on puisse avoir un flux, en tout cas une fluidité au niveau donc, de notre intervention. Cette session va être enregistrée, donc c'est pour ça que vous verrez apparaître effectivement que en tout cas cette présentation va être enregistrée. Donc voilà, je vous le dis, de manière à ce que plus tard vous receviez en fait le replay que vous allez pouvoir regarder de manière, je dirais, tranquille chez vous pour revoir un petit peu les éléments et les échanges qu'on a pu avoir autour de cette thématique. Pour la présentation, donc nous sommes trois agents chambre de métier qui allons donc vous présenter donc cette session, donc à savoir Guillaume Charbonnier qui interviendra sur la première partie donc de ce webinaire. Ensuite, vous aurez Anne Perrochon qui interviendra donc sur la deuxième partie et moi-même, donc Fatima Doukar, qui va intervenir donc sur la troisième partie donc de ce webinaire. Vous avez également à votre disposition un chat, une petite bulle. Je ne sais pas si vous l'avez tous trouvé. Vous avez une petite bulle dans laquelle vous allez pouvoir poser vos questions et on pourra répondre à vos différentes questions en fin de session. Cette partie conversation est gérée par Cécile Greff qui interviendra également en fin de parcours, à peu près vers 13h30 ou 14h. On verra jusqu'où on ira dans cette intervention-là. Le programme pour ce webinaire va se traduire donc par une première partie sur laquelle on va travailler, on va surtout intervenir sur le diagnostic donc, de l'entreprise. Hein. Donc, je vous ai dit tout à l'heure, donc ce sera Guillaume qui interviendra sur cette thématique-là. Les mesures à mettre en place, les mesures sollicitant l'intervention de tiers et puis les principales mesures du plan de relance. Et on finira donc par une petite conclusion et un échange avec vous en tous les cas sur cette thématique. Donc, je le répète, coupez bien vos micros, posez bien vos questions à travers le chat et on rebalayera un petit peu vos questions donc en fin de parcours. À toi, Guillaume. Oui, j'ai oublié de vous dire que pendant tout le parcours, vous allez avoir des petits sondages qui vont être mis en place. Donc, vous verrez apparaître sur votre écran des petits sondages auxquels on vous demandera de répondre. Ça nous permet, nous, de voir un petit peu quel est votre avis sur certaines questions. Vous verrez ça apparaître tout au long donc, de la session sur cette thématique-là. Voilà. Donc, c'est Guillaume qui intervient. Parfait. Merci, merci Fatima. Je vois que tu m'as passé le contrôle, hein, c'est bon. Voilà. Bonjour à tous. Ouais, donc moi, je suis Guillaume Charbonnier. Donc, je suis basé à Grenoble. Hein, j'interviens sur l'Isère. Ouais, donc on va regarder cette première partie là sur le diagnostic de votre entreprise. Donc bien évidemment, aujourd'hui, vous suivez tous cet indicateur, hein, l'indicateur que vous surveillez régulièrement et qui bien évidemment va vous indiquer si vous êtes en difficulté financière, c'est votre niveau de trésorerie. Hein, aujourd'hui, c'est l'indicateur que vous suivez au quotidien. Alors, si vous êtes en difficulté de trésorerie, avant toute chose, ce qui va être important, c'est de savoir d'où elles viennent. Alors, ça peut être effectivement... Bon, je vais quand même vous mettre sur la bonne slide, parce qu'il y a il y a juste un petit temps de décalage là, entre l'affichage. Alors, attendez. Pourquoi? Alors, je suis désolé, l'avancée du PowerPoint a priori. Ouais, à la limite, ce sera peut-être plus simple, Fatima, si tu gères ça. Ouais, j'ai arrêté le contrôle. Que tu me passes sur la slide, parce que sinon, on va galérer à chaque slide. Voilà. Ça va pas être rigolo. Voilà, donc je vous disais effectivement, donc ce qui est important, ça va être de savoir si vous êtes en difficulté de trésorerie. Et bien évidemment, d'où effectivement proviennent ces difficultés de trésorerie. Alors, si c'est un élément conjoncturel, c'est facilement identifiable. Hein. Voilà, vous avez perdu un client important, vous avez des problèmes de santé, de ressources humaines, etc. Vous savez clairement d'où peuvent provenir ces difficultés. Par contre, c'est moins évident quand ces difficultés, elles sont plutôt d'ordre structurel. C'est-à-dire qu'elles viennent, proprement dire, du financement de votre entreprise ou des difficultés d'exploitation et donc de rentabilité, quoi.
Voilà, donc on peut passer à la slide suivante. Donc la première chose effectivement qu'il va falloir faire par rapport à ça, c'est un diagnostic de votre situation. Et donc pour faire ce diagnostic, on va regarder à la fois comment est financée votre entreprise. Ça, on va le faire notamment via les données chiffrées de votre bilan, parce que vous êtes tous en société ou en entreprise individuelle au réel. Quelle est sa rentabilité, quand on parle de données chiffrées d'exploitation, c'est la rentabilité. Ces pratiques, quelles sont les pratiques? Vous verrez, on va détailler tout ça. Bien évidemment, les relations que vous avez avec les partenaires, avec vos partenaires, avec les tiers. Et puis, voilà, ça peut avoir un impact aussi, effectivement, sur les décisions à prendre. C'est la situation personnelle du chef d'entreprise sur laquelle on reviendra derrière. Alors, le premier point qu'on va regarder, donc ça, c'est la slide suivante, Fatima, s'il te plaît. C'est effectivement comment est financée l'entreprise. Il faut savoir que aujourd'hui, votre entreprise, il faut qu'elle soit structurellement bien financée. Structurellement bien financée, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à long terme, il faut, et ça, c'est des données que vous trouvez au niveau de votre bilan comptable, il faut que vos capitaux propres et vos emprunts à long terme, qui sont supérieurs à une année, couvrent suffisamment votre actif immobilisé. L'actif immobilisé, c'est tout simplement vos investissements. Et donc, si vos capitaux propres et vos emprunts à long terme couvrent votre actif immobilisé, ça vous permet effectivement de dégager un excédent. Clairement, c'est la trésorerie. C'est ce qu'on appelle aussi le fonds de roulement. Vous avez tous entendu parler de fonds de roulement. Et c'est ce fonds de roulement qui va vous permettre de financer effectivement votre exploitation. L'exploitation, souvent dans nos activités, voilà, on a de l'argent dehors. Ça peut être les stocks, ça peut être les factures qui sont en attente de paiement. Donc la trésorerie va effectivement financer tout ça. Et donc clairement, si on est en difficulté de trésorerie, ça veut dire que soit d'un côté, notre fonds de roulement, il est trop faible. L'excédent entre effectivement les capitaux propres et les emprunts à long terme et l'actif immobilisé est trop faible, soit notre BFR, notre besoin en fonds de roulement, je pense que vous avez tous aussi entendu parler du fameux BFR, il est trop important, c'est-à-dire que vous avez effectivement trop d'argent dehors. Donc là, à partir de ça, l'idée dans ce diagnostic, cette première étape, c'est est-ce que finalement je suis en cessation de paiement ou pas? Donc, on va regarder finalement quel est le passif exigible de l'entreprise et les moratoires possibles. Voilà, donc merci Fatima. Donc, le passif exigible, ce qu'il faut que vous regardiez, c'est aujourd'hui finalement, si vous êtes en difficulté de trésorerie et que vous avez des dettes, quel est l'état de ces dettes qui sont échues? Ça veut dire clairement, voilà, qui devrait au jour d'aujourd'hui être payé, pour lesquels vous êtes en retard. J'essaye de vulgariser un petit peu la chose. Et puis, parmi ces dettes-là, est-ce que vous avez déjà demandé ou pas, finalement, des étalements? C'est ce qu'on appelle, voilà, dans le jargon, les fameux moratoires. Donc, à partir du moment où vous avez des accords d'étalement, que ce soit pour des dettes fiscales, des dettes sociales, pour des fournisseurs, etc., finalement, c'est plus une dette du passif exigible, tout simplement parce que vous avez un accord avec la personne à qui vous devez de l'argent. Okay. Donc c'est comme ça qu'on va apprécier la notion de cessation de paiement. On y reviendra plus tard dans la présentation parce que c'est une notion qui est importante pour toutes les procédures collectives de redressement judiciaire, de sauvegarde, etc. Mais c'est vraiment primordial que vous ayez cette approche-là dans votre analyse de votre entreprise. Fatima, tu peux passer sur la slide suivante, s'il te plaît. Alors, les questions, effectivement, toujours sur le financement à se poser. Donc déjà, posez-vous ces premières questions de dire, voilà, si vous avez fait des emprunts récemment, que financent effectivement ces emprunts? Est-ce que j'ai déjà demandé à mon banquier un prêt de trésorerie? Voilà, on a parlé du PGE, on a beaucoup parlé du PGE ces derniers temps. Voilà, qu'est-ce que finalement ont financé les emprunts que j'ai faits? Est-ce que j'ai financé des investissements ou est-ce que j'ai déjà sollicité mon banquier par rapport à mon exploitation parce que j'étais effectivement en difficulté de trésorerie? Deuxième question à vous poser, est-ce que à titre personnel, vous connaissez, alors j'ai l'impression qu'on a perdu le PowerPoint, Fatima, je ne sais pas. Quelqu'un a partagé son écran, je pense, ce qui a écrasé la présentation. Bravo. C'est moi, David Borancaz. Est-ce que vous pouvez désactiver le partage d'écran, s'il vous plaît? Ah oui.
Ou du moins, Fatima, repartager. Merci. Là, Fatima, tu vas pouvoir remettre, voilà, tu vas pouvoir remettre la question. Deuxième question effectivement à vous poser. Est-ce que vous, en tant que dirigeant, vous apportez déjà un concours financier important à l'entreprise, notamment via le compte courant d'associés? Et puis, bien évidemment, quelle est aujourd'hui, quelle utilisation vous avez de votre découvert bancaire? Est-ce que vous l'utilisez totalement? Est-ce que vous pouvez avoir des pointes d'autorisation avec votre banque par rapport à ce découvert? Et est-ce que vous utilisez, vulgairement, effectivement, l'affacturage pour soulager votre trésorerie? Voilà, donc ça, c'est vraiment les questions essentielles à se poser par rapport à ça. Et d'avoir un bilan clair sur, effectivement, les pratiques que vous avez aujourd'hui par rapport à votre financement. Cette partie-là, là, qui concerne l'exploitation, on va regarder effectivement la rentabilité effectivement de l'entreprise. Alors, je vois en direct, effectivement, c'est quoi l'affacturage? Il y a une petite question. L'affacturage, pour ceux qui ne connaissent pas le système, c'est quand vous travaillez effectivement avec des clients professionnels. Ça se fait essentiellement pour des clients professionnels, voire des collectivités, de pouvoir effectivement anticiper le règlement de vos factures. Oui, bon, il y a un coût par rapport à ça, bien évidemment. Donc, vous avez des sociétés d'affacturage qui le font, vous avez des banques qui le font. Mais c'est-à-dire que si vous êtes payé, par exemple, à 30 jours fin de mois, ou voire même plus, ça vous permet effectivement d'encaisser finalement l'argent de la facture quasiment tout de suite. Et donc, finalement, c'est la société d'affacturage ou c'est la banque qui va gérer finalement le délai de paiement que vous avez à la base. Donc ça, en termes de trésorerie, c'est toujours très intéressant parce que ça permet effectivement de réduire considérablement les délais de paiement que vous pouvez avoir avec certains clients. Donc sur l'exploitation, effectivement, ce qui va être important, alors tu peux peut-être revenir juste sur la slide d'avant, parce qu'on n'a pas encore traité l'exploitation, c'est de bien évidemment, et le premier travail qu'on fait aujourd'hui, dans les accompagnements, c'est de regarder quel est votre niveau de marge brute. La marge brute, c'est la marge qui reste une fois que vous avez payé vos consommables, que ce soit les matériaux, les fournitures, les matières premières, les ingrédients si vous êtes dans l'alimentaire. Donc, c'est vraiment le premier indicateur à surveiller, tout simplement parce que cette marge brute va vous permettre de payer toutes vos charges fixes derrière. Donc, il y a un gros travail d'analyse à faire par rapport à ça et de dire aujourd'hui où est-ce que j'en suis au niveau de ma marge brute et si elle a tendance à baisser, pour quelles raisons? Vous savez tous qu'aujourd'hui, le prix des matières premières en fonction des secteurs a explosé. Et donc ça, il faut voir comment le gérer parce que ce n'est pas toujours forcément évident de répercuter ces prix à la hausse chez les clients. Donc, quel est mon niveau de marge brute? Quel est le poids de mes charges externes? Les charges externes, donc c'est les charges fixes, comptables, assurances, les leasings de véhicules, etc. Et souvent, on se rend compte que si on prend les lignes une par une, ce n'est pas forcément des montants très importants. Mais quand on met tout bout à bout, souvent, il arrive, on se dit, effectivement, j'ai énormément de charges. Et il y a régulièrement des possibilités d'optimiser tout ça. Élément également important, faire le point sur quels sont mes délais finalement au niveau de ma trésorerie, à quel délai je peux payer mes fournisseurs et à quel rythme j'encaisse mes clients. Est-ce que vous avez la visibilité là-dessus, de faire le point là-dessus et est-ce qu'on va pouvoir l'optimiser? Et enfin, et ça c'est vraiment un levier qu'on peut activer très souvent, où souvent les dirigeants malheureusement ne se rendent pas compte de ce point-là, c'est finalement quel est le temps de travail que je facture à mes clients par rapport au temps réellement passé. Et souvent, il n'y a pas cette prise de conscience de dire, est-ce que j'arrive à facturer l'essentiel de mon temps de travail à mes clients? Et ça, c'est important. Et moi, je constate régulièrement dans les entreprises que finalement, le temps de travail n'est pas correctement facturé. En termes de pratique, donc ça, bien évidemment, ça découle un petit peu de ce qu'on se disait avant, c'est que par rapport à vos achats, est-ce que vous mettez régulièrement en concurrence vos fournisseurs? Est-ce que vous négociez ces prix? Ça paraît bête, mais j'entends régulièrement que, effectivement, non, moi je travaille avec telle personne depuis X années, je négocie pas forcément mes prix, je les mets pas en concurrence. On voit aussi régulièrement que, en termes de trésorerie,
beaucoup de chantiers sont réalisés mais sont pas facturés. Hein. Donc ça, il y a des leviers importants effectivement par rapport à tous ces points. Et commercialement, peu d'entreprises finalement font des relances régulièrement pour le paiement des factures. Parce qu'on n'ose pas, on sait que commercialement, c'est pas forcément évident de relancer ses clients, mais c'est important quand même d'avoir des alertes en disant, ben voilà, moi j'ai envoyé ma facture à telle date, le paiement a été prévu à telle date, voilà, il faut que je mette en place un système de relance, bien évidemment en préservant la relation commerciale. Hein. Le but, c'est pas de se mettre à dos les clients, mais bien évidemment de faire entrer l'argent dans la boîte. Hein. Ce qui est important, c'est d'avoir cette culture du cash, de la trésorerie, pour éviter les difficultés derrière. Et puis après, voilà, c'est un petit peu on va dire l'histoire de notre vie dans les entreprises artisanales, c'est que souvent, effectivement, les devis, on met du temps pour les réaliser, pour les fournir aux clients. Et c'est important, alors c'est toujours pareil, hein, dans la mesure du possible, mais d'être le plus réactif possible dans les délais de réponse aux clients par rapport aux devis, parce qu'aujourd'hui, les gens, vous voyez bien que les clients sont dans l'instantanéité. Et que voilà, on peut plus se permettre d'attendre 3 semaines, 1 mois pour avoir un devis, quoi, hein. Ça, c'est vrai que c'est dans les pratiques, c'est important d'être vigilant là-dessus. Là, vous voyez, donc vous avez une slide sur les relations avec les tiers. Donc ça, c'est plus dans le sens des alertes, hein, que ça peut vous donner. C'est de dire aujourd'hui, moi concrètement, où est-ce que j'en suis effectivement avec ma banque? Est-ce que mon conseiller m'appelle régulièrement? Est-ce qu'il m'appelle parce que voilà, il refuse effectivement de payer certaines échéances? Méfiez-vous aussi, quand on parle de dénonciation des concours bancaires, il se peut qu'à un moment donné, vous receviez un courrier qui vous dise, voilà, finalement, comme quoi vous n'avez plus d'autorisation de découvert et que vous devez choisir de rembourser votre découvert sur tant de mois. Donc, soyez bien vigilant à ça. Voilà, votre banque, c'est forcément votre premier partenaire, hein, dans votre activité. Au niveau des salariés, c'est la même chose, hein. Si à un moment donné, vous commencez effectivement à avoir du retard dans le paiement des salariés, ça, faut toujours faire attention, hein, parce notamment au niveau de l'URSSAF et des cotisations, voilà, c'est assez délicat, notamment pour la part patronale. On pourra y revenir un petit peu plus tard. Et surveiller également, voilà, la rotation, ce qu'on appelle le turnover, effectivement, dans vos équipes. Par rapport à vos clients, bien évidemment, les niveaux d'alerte, voilà, c'est finalement, je livre en retard. Je livre en retard mes clients, je commence à perdre certains clients. Et puis, à l'opposé, mes clients me payent aussi avec du retard. Et puis, vous voyez bien qu'effectivement, je ne sais pas quelles sont vos pratiques aujourd'hui avec vos fournisseurs, mais aujourd'hui, pareil, les fournisseurs, c'est un partenaire primordial de l'entreprise. Donc, si à un moment donné, vous commencez à avoir des refus de livraison, des injonctions de payer parce que vous avez des factures en retard, tout ça fait que ce sont des signes importants de perte de confiance de vos partenaires. Et surtout, le message, hein, qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est surtout ne pas laisser traîner ces situations. Hein. Vous verrez que le message aujourd'hui qui va ressortir, c'est toujours d'anticiper le plus possible. On préfère que vous veniez nous voir en disant, bon, voilà, j'ai des difficultés qui commencent à apparaître, plutôt que d'attendre 6 mois et de dire, voilà, j'ai cumulé des dettes et puis ça commence à devenir un petit peu trop tard. Voilà, donc sur la slide suivante, je vous parlais tout à l'heure effectivement de la situation personnelle du dirigeant. Donc, vous savez qu'en fait, votre responsabilité financière, elle n'est pas la même selon votre statut juridique. Hein. Si vous êtes en entreprise individuelle ou en société, vous ne vous engagez pas de la même façon financièrement. Donc déjà, il faudra bien évidemment prendre en compte cet aspect-là. Et puis également, voilà, quelle est votre situation à titre perso? Est-ce que vous êtes marié? Et puis, évidemment, quel est votre régime matrimonial? Et donc là, bien évidemment, on passe au régime de la communauté. Donc, faites attention effectivement à ça, de ne pas engager, notamment quand vous êtes en entreprise individuelle, de ne pas engager tout le patrimoine de la communauté, hein, sauf la résidence principale, ça vous le savez, par rapport aux dettes que vous pouvez avoir. Voilà, donc ça, c'est vraiment le diagnostic. Il y a une partie qui est très importante. C'est la partie comment est financé, hein, la première partie de tout à l'heure, comment est financé
votre entreprise, c'est la colonne vertébrale à un long terme, le fameux fonds de roulement. Comment est-ce que ce fonds de roulement vous permet de faire face à votre besoin en fonds de roulement, qui est l'argent qui est dehors pour vos stocks, pour vos factures qui sont pas payées? Et puis, quelle est votre situation aujourd'hui par rapport à votre exploitation et votre rentabilité, hein? Et puis, vous avez vu toutes les alertes, effectivement, qu'on peut avoir, que ce soit au niveau de la banque, des salariés, des fournisseurs, des clients, hein. Donc ça, c'est vraiment, c'est tous ces éléments qu'on va regarder, qu'il faut que vous regardiez par rapport à votre situation. Et bien évidemment, on va regarder derrière, qu'est-ce que concrètement on peut mettre en place par rapport à tout ça, hein. Donc c'est la deuxième partie, les mesures à mettre en place, ce que vous pouvez faire vous en interne, hein, directement avec vos partenaires, avec la chambre de métier, avec votre comptable, avant qu'on passe aux parties un petit peu plus, on va dire, complexes, où là, on va devoir solliciter soit le tribunal, soit la médiation du crédit, etc., qu'on verra juste derrière. Alors, les mesures liées à l'exploitation, ça, ce sont les mesures liées à la rentabilité. Donc, ouais, Fatima, tu peux passer à la slide suivante. Alors, bien évidemment, c'est toujours pareil, ça peut paraître bête, mais on a beaucoup d'entreprises, moi, qui me disent, finalement, j'ai pas touché à mes prix depuis 3, 4, 5, 6, voire plus, hein, voire plus d'années que ça. Et où finalement les clients disent même que l'entreprise, enfin les prix de l'entreprise ne sont pas chers, ne sont pas élevés, hein. Donc contrairement à ce qu'on peut se penser, c'est pas parce qu'on augmente ses prix que les clients vont partir. Donc ça, c'est effectivement la première chose. Alors toujours dans la mesure du possible, hein, je vous dis pas d'augmenter vos prix de 50% d'un coup, bien évidemment. Mettez en place également tout ce que vous pouvez pour réduire vos délais d'encaissement. D'accord? Donc en général, dans le bâtiment, on a les acomptes qui servent à ça. On a parlé tout à l'heure rapidement un petit peu de la facturage. Donc ça, c'est vraiment des pratiques à mettre en place. Aujourd'hui, il n'y a pas de normes. Les délais d'encaissement ne sont pas réglés. Ça dépend avec la taille des clients avec lesquels vous bossez. Mais effectivement, l'enjeu, c'est de réduire au maximum ces délais d'encaissement. Bien évidemment, n'oubliez pas, on en a parlé aussi tout à l'heure, de négocier vos prix, hein, parce qu'on se rend compte souvent quand on travaille avec les mêmes fournisseurs, que il y a des nouveaux entrants ou des nouveaux clients pour les fournisseurs, ils ont de meilleurs prix que nous, que vous, alors que vous, ça fait 10, 15, 20 ans que vous bossez avec, hein. Donc attention aussi à ça, n'hésitez pas, hein, tout le monde a besoin effectivement de travailler. Et ça va aussi dans ce sens-là par rapport au délai de paiement que vous pouvez avoir auprès de vos fournisseurs. Dans tous les secteurs de la fabrication, donc je passe notamment dans l'alimentaire, soyez aussi vigilants à tout ce qui est gaspillage, hein, et la réduction des pertes. Souvent, on ne fait pas forcément attention, mais régulièrement, on voit des situations ou des cas où on peut expliquer 5% de marge brute, hein, qui est liée finalement aux pertes, au gaspillage. Et ça, ce sont quand même des choses, voilà, c'est de la pratique, c'est du quotidien sur lesquels, en général, il y a des leviers assez importants. Après, voilà, moi, une des premières choses que je regarde aussi dans les entreprises, c'est le poids des charges externes, hein. C'est un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure. C'est regarder, alors, on va pas regarder les toutes petites lignes, mais prenez tous vos postes de charges externes qui sont fixes et regardez effectivement si tout ça n'est pas optimisable. Alors, je pense notamment à l'assurance, je pense au comptable, je pense des fois on a des charges de leasing, de location qui sont importantes, hein. Donc, regardez effectivement les principaux postes de vos charges externes. Et souvent, on se rend compte qu'aujourd'hui, que c'est des choses où il y a également des leviers d'optimisation qui sont assez importants. Au niveau du personnel, hein, vous l'avez vu également pendant la crise, certains d'entre vous ont peut-être fait appel au chômage partiel, à des variations de durée de travail. Il y a aussi pas mal de choses à mettre en place par rapport à ça. Pensez également que dans les chambres de métier, par rapport à cet élément-là, nous avons des services emploi. Donc, on peut aussi vous accompagner sur ces parties-là. Parce que on sait très bien que dans nos boîtes, dans nos entreprises artisanales, la plus grosse charge, ça reste de toute façon la masse salariale. Et puis, bien évidemment, donc ça, je vous le dis, vous le savez, mais tout le monde ne le fait pas, hein, c'est de mettre en place un prévisionnel de trésorerie. Parce que vous pouvez très bien aujourd'hui, effectivement, ne pas être en difficulté,
et de se dire, voilà, j'ai une certaine saisonnalité dans mon activité, j'ai effectivement une période plus creuse en termes d'activité, et on peut au moins se projeter et prendre les devants, que ce soit par rapport à son banquier ou par rapport à d'autres mesures. Donc c'est important que vous ayez effectivement un prévisionnel de trésor, j'allais dire à 6 mois, il n'y a pas besoin de faire ça sur 2 ans, mais d'avoir les prochains mois, de savoir l'argent qui sort et de pouvoir vous projeter en fonction de votre carnet de commandes, de ce que vous avez dans les tuyaux, et pour voir effectivement est-ce qu'à un moment donné, ça va coincer. Voilà, donc ça, c'est vraiment la partie exploitation et puis rentabilité. Par rapport au financement, bah, bien évidemment, alors je vais peut-être commencer, alors vous savez, hein, ça vous le savez, que bah, vous êtes probablement les premiers à mettre la main, entre guillemets, à la poche pour financer votre entreprise via les augmentations de capital ou les comptes courants d'associés. Ne sous-estimez pas ce qu'on peut faire avec les banques. Donc, que ce soit le découvert ou voilà, même de demander des pointes de découvert exceptionnelles, ça se met en place. Les mises en place de l'INDAI, c'est l'équivalent de la facturage. Donc, n'hésitez pas aussi à demander à votre banquier si vous pouvez effectivement faire de la facturage. Et je le rappelle, pour des clients professionnels. Et puis surtout, hein, c'est les 2 éléments qui suivent. C'est bien évidemment, quand vous avez des emprunts bancaires, soit de restructurer ces prêts, donc voilà, de réétaler effectivement sur une durée qui va permettre d'alléger vos mensualités, et soit de mettre en place un différé de capital. Ça, c'est hyper important. Ça a été mis en place d'office par pas mal de banques là, pendant le Covid. Un différé de capital, c'est quoi? Ça veut dire que bah, vous suspendez tout simplement votre mensualité, enfin vous payez que les intérêts de la mensualité et vous ne payez pas le remboursement du capital. Donc ça, en termes de trésorerie, dans des périodes compliquées comme on a pu traverser, c'est quand même un outil qui est très utile. Et puis, bah, bien évidemment, avec les partenaires, que ce soit l'URSSAF, le Trésor public URSSAF, demandez la mise en place d'échéanciers hein, pour votre trésorerie. Pour préserver votre trésorerie et bien évidemment avec votre prévisionnel, parce qu'il ne faut pas demander un échéancier pour demander un échéancier, mais de faire en sorte que les échéances que vous allez demander, elles soient cohérentes avec la situation de l'entreprise. Voilà, donc c'était un petit peu dense. Voilà, n'hésitez pas, parce qu'on aura une session de questions-réponses tout à l'heure. J'ai dû respecter à peu près le timing, donc je vais passer la parole à Anne pour la suite. Merci, donc je me présente, bonjour à tous, Anne Perrochot, je suis chargée de développement économique à la Chambre de métier de Haute-Savoie. Et donc pour prolonger l'intervention de Guillaume, je vais vous présenter quelques mesures que vous pouvez mettre en place, mais en sollicitant l'intervention d'un tiers. Donc il existe des mesures qui se font en dehors du tribunal et d'autres qui peuvent se mettre en place auprès du tribunal de commerce. Tout d'abord, je vais vous parler de la médiation. Alors, la médiation au sens assez large, mais je vais insister quand même sur 2 médiations possibles. Donc, Guillaume le disait, hein, votre premier partenaire, c'est la banque. Et sachez qu'en cas de petits litiges avec la banque, par exemple, qui dénonce le découvert, qui refuse de rééchelonner une dette, etc., vous pouvez faire appel au médiateur du crédit, donc la médiation du crédit qui a été mise en place en 2008 suite à une autre crise que nous avons connue et qui intervient de façon rapide, gratuite et confidentielle. Donc ça, c'est assez important. Donc, dès lors que vous déposez un dossier auprès du médiateur du crédit qui se trouve à la Banque de France, celui-ci reprend contact avec vous sous 48 heures et va essayer de trouver un accord avec la banque qui pourrait revoir donc sa position sur le litige qui vous oppose à elle. Donc ça, c'est quand même, les banques n'aiment pas forcément beaucoup ça, mais donc à utiliser avec parcimonie, après quand même un dialogue avec votre banque, mais il faut savoir que ça existe. Deuxième médiateur qui n'est pas dans la diapositive, mais j'en parle un petit peu quand même, c'est le médiateur des entreprises qui peut être sollicité toujours de façon gratuite et confidentielle. Là, on est sur une durée d'environ 3 mois maximum. Donc là, ça va être dès lors que vous rencontrez un différend avec une autre entreprise, un autre professionnel, où vous allez pouvoir saisir ce médiateur des entreprises qui va intervenir sous 7 jours. Et c'est quand même à noter que dans 75% des cas, on aboutit à une solution qui est satisfaisante, donc à ne pas négliger non plus.
Voilà, diapositive suivante. Donc après, il y a la médiation au sens large, donc c'est-à-dire la médiation avant toute saisie d'un juge, du tribunal. Donc là, c'est plutôt, ce ne sera plus gratuit, hein, mais ce sera un coût très inférieur à celui d'un procès. Et là, c'est pareil, on fait intervenir un tiers qui va mettre les parties autour de la table pour essayer de parvenir à un accord. Donc, sans que ce médiateur ne donne la solution clé en main. Le but, c'est vraiment le dialogue entre les parties. Donc, pareil, à solliciter avant tout recours au tribunal. Et d'ailleurs, parfois, le juge peut vous proposer d'avoir recours à cette médiation. Ce sera alors une médiation judiciaire. Je fais une petite parenthèse aussi sur le code de la consommation, donc ce que vous voyez en bas de la diapositive. Je vous précise que depuis 2016, vous avez l'obligation en tant que professionnel d'adhérer vous-même à un service de médiation. Donc vous devez choisir un médiateur qui peut être sollicité par l'un de vos clients dans le cas où il rencontre un litige avec vous. Donc ça, c'est une obligation et c'est vraiment très important. Il y a des contrôles qui peuvent être faits et des amendes à la clé. Donc voilà, adhérer à un service de médiation pour que vos clients puissent le solliciter. Donc ça, c'est aussi important de le faire connaître à votre client. D'autres mesures hors tribunal que vous pouvez solliciter. Alors, la commission des chefs de services financiers. Donc ça, c'est dans le cas où vous avez des difficultés à régler des échéances fiscales et ou sociales. Alors, je précise quand même que ça ne concernera pas les cotisations sociales personnelles et il faut être quand même à jour de la part salariale de vos cotisations sociales. Mais toutes les autres dettes sociales et fiscales que vous avez du mal à régler, vous pouvez faire appel à cette commission des chefs de services financiers qui va réunir en fait plusieurs créanciers publics et dont le secrétariat permanent se trouve à la direction départementale des finances publiques. Et donc, voilà, vous pouvez déposer un dossier en expliquant un petit peu votre situation et le but étant de vous proposer un plan de règlement échelonné de ces dettes-là qui ira jusqu'à 1 année. Et éventuellement aussi, vous pouvez obtenir des remises de majoration ou de pénalité de retard de ces dettes-là. Et a fortiori, lorsque vous vous retrouvez en procédure collective, ce qu'on verra un petit peu après. Vous pouvez aussi, en tant que travailleur indépendant, donc j'insiste bien, travailleur indépendant, hein, pour les travailleurs non salariés, mobiliser l'action sociale de la sécurité sociale des indépendants. Donc, qui vise à vous aider lorsque vous versez des cotisations sociales, hein, en tant que travailleur indépendant. Je vais insister sur 2 aides, hein, il y en a plus qui existent, mais là, celle qui nous concerne, ce serait plutôt celle-ci. Donc, ACED, c'est l'aide aux cotisants en difficulté. Donc, lorsque vous avez des difficultés particulières de trésorerie, que vous avez un problème de santé et donc qui vous empêche finalement de régler vos cotisations ou de travailler autant que vous le souhaiteriez, la mobilisation de cette aide pourra vous permettre que vos cotisations sociales soient prises en charge de façon partielle ou même totale. Donc, n'hésitez pas non plus à solliciter cette aide-là, pardon. Et deuxième aide que vous connaissez peut-être un peu plus parce qu'il y a eu une déclinaison un peu spécifique au mois de novembre 2020, c'est l'AFE, l'aide financière exceptionnelle. Donc là, pareil, hein, vous rencontrez une difficulté exceptionnelle qui est susceptible de menacer la pérennité de votre activité. Dans ce cas-là, vous pouvez faire un dossier pour demander cette aide financière exceptionnelle. Donc là, ce sera pas une prise en charge, c'est juste un montant qui vous est versé. Et donc, en novembre 2020, certains ont pu solliciter ce qui s'appelait l'AFE Covid. En fait, voilà, c'était une déclinaison de cette aide-là. Donc, toutes ces aides sont à demander auprès de l'URSSAF. En fait, ce sera depuis votre espace personnel de l'URSSAF que vous pourrez déposer ces dossiers-là. Ensuite, je vais vous présenter les mesures auprès du tribunal de commerce. Alors, en sachant qu'il y a donc des procédures amiables et des procédures collectives. Alors, le tribunal de commerce, ça peut faire peur comme ça, mais il faut vraiment savoir que c'est un acteur majeur de la prévention et du traitement des difficultés des entreprises.
Donc, je vais tout d'abord vous présenter les procédures dites amiables, puis les procédures collectives. Alors, qu'on appelle collectives en fait parce qu'elles s'imposent à la collectivité de vos créanciers, donc qui devront respecter une certaine discipline dans cette procédure, là où les procédures amiables vont plutôt chercher l'accord avec les créanciers. Donc, pour les procédures amiables, tout d'abord, nous avons le mandat ad hoc et la conciliation qui se ressemblent assez en fait, hein. Le mandat ad hoc peut être vu comme un diminutif de la conciliation en quelque sorte. Donc là, comme je vous l'ai dit, c'est amiable. Donc le but, c'est vraiment de rechercher un accord avec les créanciers. Donc ce sera vraiment selon leur bon vouloir aussi. Donc le but, c'est vraiment de négocier. Il y a quand même des avantages à ces procédures amiables, c'est qu'elles sont confidentielles. Alors, dans une moindre mesure pour la conciliation, mais le mandat ad hoc, en tout cas, oui. Vous conservez quand même la maîtrise de votre entreprise, hein. Vous n'êtes pas dessaisi de votre gestion de l'entreprise. Et vous avez la possibilité de proposer un mandataire donc un mandataire ad hoc ou un conciliateur. Par exemple, très souvent, ce sera un administrateur judiciaire, hein. Donc, si vous en connaissez un, vous pouvez le proposer au juge qui vous suivra ou pas là-dessus. Alors, quelle différence entre ces deux procédures, hein? Je vous ai dit que ça se ressemblait beaucoup. Un élément majeur, c'est votre situation par rapport à la cessation de paiement, donc, qui a été présentée par Guillaume. Pour vous engager dans un mandat ad hoc, vous ne devez pas être en situation de cessation des paiements. Donc, ça veut dire que votre actif disponible doit pouvoir permettre de faire face à votre passif exigible. Pour la conciliation, il y a une petite tolérance de 45 jours, c'est-à-dire que vous pouvez être en cessation des paiements, mais pas depuis plus de 45 jours. Donc là, il faut quand même pas traîner, hein, à déclencher une conciliation. De toute façon, c'est un peu comme pour tout, hein. Plutôt on prend le problème à bras-le-corps et on a plus de chances d'aboutir à une solution satisfaisante. Euh, dans le cadre de la conciliation, il y a une possibilité d'imposer des délais de paiement à des créanciers. Donc même si certains créanciers n'ont pas trouvé d'accord avec vous sur cette conciliation, le juge peut très bien imposer des délais de paiement à vos créanciers. Et ça se fait uniquement dans le cadre de l'homologation de l'accord. Donc le tribunal de commerce peut homologuer l'accord, ce qui vous protégera encore plus des créanciers et vous permettra de régler vos difficultés un peu plus sereinement. Diapo suivante. OK. Maintenant, je vais vous présenter donc, les procédures collectives. Donc, il y en a 3 plus une 4e qui n'est pas vraiment une procédure collective, mais qu'on peut assimiler à une procédure collective. Donc, la sauvegarde, le redressement, la liquidation et le rétablissement professionnel. Alors, je vais vous présenter tout d'abord la sauvegarde. Petite question pour savoir si vous connaissiez toutes ces procédures ou pas. Alors, la sauvegarde, donc son nom est plutôt évocateur. Le but est effectivement de sauvegarder l'entreprise. Donc, c'est une procédure qui peut être demandée à la seule initiative du chef d'entreprise. Donc, un tiers, un créancier ne peut pas vous assigner en sauvegarde. Ici, il ne faut pas être en cessation des paiements. Le but, après une période d'observation qui va de 6 à 18 mois, c'est d'établir un plan de sauvegarde que que le débiteur va proposer au tribunal, qui pourra adopter ce plan, qui durera maximum 10 ans. Le but de ce plan étant d'assainir la situation et de pouvoir régler votre passif avec l'actif disponible. L'avantage est quand même que dans cette procédure-là, le dirigeant n'est pas dessaisi dans la gestion de son entreprise. Donc c'est plutôt intéressant. Et il faut noter quand même que si toutefois ça n'aboutissait pas vraiment de façon positive, on peut convertir cette procédure de sauvegarde en redressement judiciaire, donc, que je vous présente tout de suite. Donc voilà, le redressement judiciaire qui peut être ouvert, lui, dans le cas où il y a un état de cessation des paiements. Donc le redressement judiciaire, on va quand même vouloir redresser l'entreprise. Donc on poursuit l'activité. Et par contre, il faut mettre en place un plan, toujours pareil, une durée maximum de 10 ans,
qui vise à redresser l'entreprise. Donc les objectifs, c'est quand même de permettre la poursuite de l'activité, maintenir l'emploi et apurer le passif. En revanche, ici, le chef d'entreprise peut être dessaisi de la gestion de son entreprise et donc c'est l'administrateur judiciaire, s'il est nommé, qui assurera cette gestion-là. Et il faut aussi savoir que cet administrateur judiciaire, ce mandataire judiciaire, bah, il faut les payer, hein. Donc, il faut bien penser qu'aux dettes que l'entreprise peut avoir, il faut ajouter quand même les frais de justice qui seront d'ailleurs assez hauts dans le rang des personnes à payer, hein. Donc, c'est un peu comme la sauvegarde, hein. Il y a une période d'observation, puis un plan de redressement qui est mis en place. Là, en revanche, à la différence de la sauvegarde, l'initiative peut être celle d'un créancier. Un créancier qui ne se fait pas payer par vous peut vous assigner en redressement judiciaire. Donc là, 3 issues possibles, hein. Soit le redressement judiciaire, le plan a permis de désintéresser tous les créanciers, c'est-à-dire que tous ont été payés. Une autre issue, ça peut être la cession totale ou partielle de l'activité, hein. Une entreprise qui est en redressement, c'est potentiellement une entreprise qui est en vente. Et une issue un peu moins heureuse, mais qui malgré tout est la plus courante, c'est une conversion en liquidation judiciaire. Dans tous les cas, quand vous êtes voilà, dans le souhait de poursuivre votre activité, n'attendez pas la cessation des paiements, sollicitez une procédure de sauvegarde qui offre quand même plusieurs avantages, hein. Déjà, c'est vous qui en avez seule l'initiative. Il y a aussi, on peut noter un traitement favorable des cautions personnes physiques puisqu'elles ne pourront pas être appelées au moment de la période d'observation ni au moment de l'exécution du plan. Donc ça, c'est quand même important de prendre le problème le plus tôt possible. Je précise aussi que en procédure de sauvegarde, les AGS ne peuvent pas être appelés. Donc les AGS, c'est l'assurance de garantie des salaires, donc qui peut venir qui peut venir en garantie lorsque le chef d'entreprise est défaillant dans le paiement des salaires. Donc, je vous ai dit que le redressement judiciaire pouvait être converti en liquidation judiciaire. Alors là, c'est un petit peu comme le redressement, sauf que la différence majeure, c'est que là, le redressement est impossible. Donc, on est en cessation des paiements, on veut quand même nettoyer un peu la situation. On va donc solliciter ou un créancier va solliciter cette liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible. Donc, c'est pour ça qu'on précise, hein, ça peut être demandé par le dirigeant, le tribunal, le ministère public, un créancier. Très souvent l'URSSAF, hein, clairement, pour le créancier qui peut vous assigner en liquidation judiciaire. Et là, le mandataire et l'administrateur qui vont être nommés vont chercher à céder les actifs pour pouvoir payer les créanciers selon un ordre qui est déterminé par le Code de commerce, hein, en premier lieu, les salariés, les frais de justice. Et il est possible aussi d'avoir une liquidation judiciaire simplifiée. Alors non seulement elle sera possible, mais elle sera surtout recherchée dans les petites entreprises, hein. Petites entreprises, c'est-à-dire pas plus d'un salarié et un chiffre d'affaires annuel inférieur à 300 000 euros, donc, qui va se dérouler de manière plus rapide. Et donc la liquidation, ça se passe en 2 temps, hein. Premier temps, jugement d'ouverture de liquidation. La justice va faire son travail de réaliser les actifs pour pouvoir faire face aux passifs exigibles. Très souvent, il n'y en aura pas pour tout le monde, hein, donc c'est pour ça qu'il y a quand même un ordre des créanciers. Et ensuite, lorsque ce travail est fait, on a la clôture de la liquidation, donc là, qui vraiment éteint la personnalité juridique de l'entreprise. Alors, il faut savoir quand même qu'il y a quelques sanctions possibles, hein, si le chef d'entreprise se rend coupable de certaines fautes de gestion. On peut lui faire supporter la responsabilité en lui exigeant le montant de cette insuffisance d'actifs. Parce que les procédures collectives, elles visent effectivement à essayer au maximum de désintéresser les créanciers en réalisant l'actif. Donc, réaliser l'actif, ça veut dire, voilà, on va essayer de récupérer tout ce qu'il y a à récupérer en vendant les actifs quand c'est possible. Mais parfois, si le chef d'entreprise est coupable d'une faute de gestion, eh bien, s'il n'y en a pas pour tout le monde, eh bien, ce sera à lui de payer de sa poche.
On peut aussi lui imposer une sanction qui est la faillite personnelle ou l'interdiction de gérer, sachant que la faillite personnelle, de toute façon, vous interdira au chef d'entreprise de gérer une entreprise, et aussi des sanctions pénales comme la banqueroute. Donc, faut bien faire attention que le tribunal vient vous protéger, mais attention à rester quand même de bonne foi. Diapo suivante. Et ensuite, une procédure qui est assez peu utilisée parce qu'elle ne concerne que des entreprises individuelles hors EIRL, c'est le rétablissement professionnel, donc, qui a été créé il y a 10 ans, qui a évolué très très récemment. Je vais vous expliquer en quoi. Donc pour un entrepreneur individuel qui se trouve en état de cessation des paiements et qui ne fait pas l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire peut demander à bénéficier de ce rétablissement professionnel qui a été un petit peu construit sur le même modèle que la procédure de rétablissement personnel. Les conditions pour y avoir droit, c'est de ne pas avoir fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d'actifs dans les 5 ans, ne pas avoir employé de salariés au cours des 6 derniers mois et ne pas être, je rajoute, en procédure auprès des prud'hommes, et détenir un actif dont la valeur est inférieure à 15 000 euros. Donc, un entrepreneur individuel qui remplit toutes ces conditions peut demander à bénéficier de ce rétablissement professionnel, dont l'objectif, en fait, sera de lui offrir une possibilité de rebondir très rapidement, puisque le rétablissement professionnel, on est sur une durée de 4 mois. Donc, un rebond très rapide en bénéficiant d'un effacement de ses dettes, sans passer par une liquidation judiciaire. Cette procédure est à l'initiative seule du débiteur, encore une fois, du chef d'entreprise, et il n'est pas dessaisi de la gestion de son entreprise. Alors, il faut savoir quand même que le juge doit proposer ce rétablissement professionnel à une entreprise qui sollicite une liquidation judiciaire et qui serait quand même éligible à ce rétablissement professionnel. Donc ça, c'est plutôt intéressant, c'est plus rapide, c'est un peu moins rémunérateur pour les administrateurs judiciaires, mais bon, donc je pense que c'est une procédure intéressante et à connaître. Et je vous laisse donc avec Fatima pour les mesures du plan de relance. Voilà. Donc, nous allons continuer un petit peu cette session une fois que l'on a écouté un petit peu ce que nous a dit sur comment un peu faire de la prévention à travers donc, les éléments financiers donc, de l'entreprise, enfin économiques et financiers donc, de l'entreprise. Quelles sont les procédures judiciaire ou en dehors de dispositifs judiciaires pour comprendre un petit peu jusqu'où je peux aller, où est-ce que j'en suis et à quoi correspondent en fait toutes ces procédures. Nous allons faire assez rapidement en fait un petit point de rappel sur les dispositifs donc du plan de relance et puis 2-3 petits rappels sur le plan de sortie de crise. Le plan de relance, donc je vous le rappelle tous, je ne sais pas si vous avez tous sollicité donc, ce fameux prêt garanti par l'État. Donc, par principe, ce prêt est censé se terminer donc, le 31/12 2021. Il est en cours de discussion. Il est possible qu'il soit en tout cas prorogé jusqu'au mois de juin 2022. Si c'est le cas, connectez-vous bien sur notre site internet, sur nos réseaux sociaux et soyez toujours à l'affût en fait de cette information-là. S'il y a effectivement bien une prolongation, vous allez pouvoir encore bénéficier donc de ce dispositif qui peut aller jusqu'en même en juin 2022 si aujourd'hui, vous avez des soucis, en fait, des soucis de trésorerie. Utilisez quand même cet outil-là qui, malgré tout, est assez intéressant. Pour la simple raison, c'est qu'il est garanti par l'État et pour la petite entreprise artisanale, ça va jusqu'à 90% de garantie. Et donc, ça peut aller jusqu'à 25% en fait, de votre chiffre d'affaires, donc du chiffre d'affaires de 2019. Donc, il ne faut surtout pas se priver d'un outil qui aujourd'hui a été, en tout cas, initié par l'État. N'oubliez pas non plus que par rapport à ce taux-là, si vous en avez sollicité un en début de période et que vous désirez en solliciter un deuxième, il y a toujours cette possibilité dans la mesure où vous n'avez pas dépassé les 25% du CA de 2019. Donc, faites bien votre analyse, comme vous a dit Guillaume, faites bien votre plan de trésorerie et voyez si, votre situation de trésorerie est toujours intéressante aujourd'hui ou bien est-ce que pour le futur, vous risquez d'avoir des problèmes financiers.
Il est vrai aussi que par rapport à ce prêt-là, vous avez cette possibilité que d'avoir en fait un différé de remboursement. Ceux qui ont sollicité ce prêt dans la première période, normalement, vous êtes censé commencer à rembourser ce prêt, donc là, à partir, donc, on va dire, d'avril 2021. Vous avez encore la possibilité de demander encore un décalage supplémentaire. Eh bien, contactez votre banque et voyez avec elle si oui ou non vous pouvez, en fait, en tout cas le décaler. Mais si vous le faites, prévoyez-les bien en tout cas dans votre trésorerie. L'autre prêt, c'est le prêt exceptionnel pour les petites entreprises qui lui paraît donc s'arrête au 31/12/2021, pour lequel il y a encore des échanges, en tout cas des discussions pour essayer de le proroger jusqu'au mois de juin 2022. Donc là aussi pareil, c'est de vous tenir un peu informé autour de cette nouvelle prolongation en tous les cas. Ça peut vous concerner parce que vous avez, dans l'artisanat, on est en principe avec moins de 10 salariés. Donc, si vous voyez un petit peu, je n'ai pas pu bénéficier donc, du PGE, c'est un élément qui m'a été refusé. J'ai moins de 10 salariés. Pourquoi pas essayer de solliciter un petit peu, ce prêt-là, qui peut malgré tout aller jusqu'à 20 000 € avec une durée de remboursement de 7 ans et un différé de remboursement d'1 année. Ça, c'est pareil, ça va se traiter au cas par cas. Voilà, on sait très bien que par rapport à ces prêts-là, les banques étudient de manière assez précise votre situation financière, vraiment avant de vous solliciter. En tout cas, avant de vous octroyer ces prêts-là. Ne vous endettez pas. Si vous êtes vraiment dans une situation où l'on est en état de cessation de paiement, ne courez pas après les prêts. On va solliciter des prêts parce qu'on sait que l'on va s'en sortir. Et s'en sortir, ça veut dire avoir une bonne analyse en amont de votre situation à la fois, je dirais, économique, financière. Il faudra prendre une bonne décision par rapport à ces financements supplémentaires. Et dans certains cas, comme vous l'a dit Anne, il est peut-être préférable je dirais, de partir sur des procédures judiciaires ou non judiciaires pour essayer de vous en sortir et partir plutôt sur de la sauvegarde ou en tout cas sur des procédures d'étalement de l'ensemble de vos dettes, que de se dire je vais solliciter des prêts supplémentaires qui peut-être me feront sortir de ma situation à un instant T, mais qui en réalité n'apporteront pas de solution immédiate. Vous ne faites que différer en fait vos problèmes. Les autres dispositifs du plan de relance, donc les aides coûts fixes ou coûts fixes au rebond. Donc pour les entreprises, donc voilà, n'oubliez pas qu'il existe aussi cette aide qui est à votre disposition jusqu'au 31 janvier donc 2022. Là aussi, vous nous solliciterez par rapport à cette aide et on essaiera d'échanger en tout cas sur ce soutien-là que vous apporte également donc l'État. N'oubliez pas non plus, on en a parlé quand même malgré tout en amont, tout ce qui est plan d'épuration des dettes sociales et fiscales, les plans d'apurement des dettes proposés par l'URSSAF, les remises partielles donc des cotisations sociales que vous pouvez obtenir toujours pareil auprès de des structures sociales. Sachez que par rapport à ces plans d'apurement, on peut obtenir jusqu'à entre 24 à 36 mois de plans d'apurement. Donc, c'est malgré tout assez intéressant quand vous êtes dans des situations un peu, je dirais, un peu particulières. Tous ces points-là se travaillent, mais sachez que si vous ne sollicitez pas, si vous n'allez pas demander, les structures ne viendront pas vous chercher pour vous le proposer. D'accord? Soyez actifs. Si vous avez besoin d'être accompagné, si vous avez besoin de vérifier si on est ou pas en état de cessation de paiement ou quelles sont les structures ou les éléments que l'on peut solliciter, eh bien, contactez la chambre de métier qui est compétente sur votre territoire et on pourra vous diriger en fonction de votre situation vers tel ou tel organisme, voire vers le tribunal de commerce si c'est vraiment une procédure judiciaire qu'il faudra entamer au vu de votre situation.
le plan de sortie de crise, voilà, j'ai pas tout énuméré hein, dans le plan de relance, hein, mais voici un petit peu les éléments qui vont perdurer en fait, qui risquent de perdurer en tous les cas sur 2022. Le plan de sortie de crise, lui, a mis en place des actions un petit peu particulières. Vous avez peut-être entendu parler de ces conseillers départementaux hein, qui aujourd'hui ont été mis en place pour permettre aux entreprises d'être quelque part écoutées et dirigées vers des dispositifs, en tous les cas, d'accompagnement et d'aide. Vous pouvez obtenir le contact de votre conseiller départemental, soit en nous contactant, donc en tant que chambre de métier, soit en allant sur le site, je pense on peut peut-être le mettre dans le chat, le site de impôts.gouv.fr qui vous permet d'avoir accès par département je dirais accès à ces conseillers départementaux. Il y a également été mis en place cette ligne qui est ouverte, qui a été mise en place en fait par les URSSAF et la DGFiP. Donc DGFiP, traduisez Centre des impôts, hein, qui est à l'écoute également des entreprises pour essayer de vous faire sortir un peu de cette situation qui peut être des situations un peu délicates. Alors, la ligne fonctionne du lundi au vendredi, donc ils sont ouverts le matin, il faut prévoir, c'est 9h midi, ça doit être 14h ou 13h30, 14h, 16h par contre. Hein. Au-delà, ils sont pas ouverts. Donc là aussi, c'est pareil, on pourra effectivement bien vous écouter, c'est de vous diriger en tous les cas vers les structures en tous les cas compétentes. Les procédures qui ont été amenées, et Anne vous en a parlé un petit peu tout à l'heure quand elle parlait des procédures simplifiées, les procédures, je dirais la conciliation hein, qui a été prolongée pour la petite entreprise. Donc là, c'est jusqu'au 31/12/2021. On peut partir sur une conciliation qui peut aller maintenant, qui peut durer jusqu'à 10 mois, alors que l'on est sur une procédure beaucoup plus courte. C'est de mémoire, c'est 4 mois aujourd'hui, 3 ou 4 mois maximum. 5. Voilà, 5 mois, merci Anne. Voilà, donc là, on peut aller jusqu'à 10 mois pour cette procédure de conciliation, qui peut être un outil aussi intéressant pour vous et de pouvoir soulever cette action-là. Les mandats ad hoc, donc vous payez, vous rémunérez malgré tout une personne. Donc voilà, on a en fonction de votre, je dirais, du nombre de salariés que vous avez dans votre structure. Donc ils ont plafonné les coûts de ces mandats ad hoc, 1 500 € hors taxe pour les entreprises de moins de 5 salariés, 3 000 pour les entreprises de moins de 10 salariés. Et ce dispositif, voilà, est maintenu jusqu'à fin 2022. Et la procédure judiciaire dont Anne vous a parlé, hein, qui est dans le cadre du traitement de sortie de crise, hein, qui, elle, va s'opérer jusqu'en 2023, juin 2023, elle vous est réservée puisque vous avez moins de 20 salariés, que vous avez des bilans effectivement inférieurs à 300 000 €. Par contre, la particularité de cette procédure, il faut vraiment être dans une situation où on va pouvoir réagir de manière assez rapide. C'est-à-dire que vous devez être dans la capacité de pouvoir proposer un plan de continuation dans un délai de 3 mois. C'est que vous êtes dans une situation, mais pas une situation catastrophique. Voilà ce que ça veut dire. C'est-à-dire que c'est la situation. Enfin, c'est la crise Covid quelque part qui vous a mis dans cette situation, mais vous êtes en capacité de pouvoir rebondir. Vous avez besoin d'un petit soutien pour pouvoir vous en sortir si on arrive à proposer un projet de plan de continuation à proposer assez rapidement. Et là, on va pouvoir vous accompagner, en tout cas ces structures-là vont pouvoir vous accompagner de manière beaucoup plus rapide. Hein. Vous verrez qu'en fait, ils ont simplifié la procédure, il n'y a plus l'intervention de tout le monde, il y aura la nomination que d'une seule personne. Voilà, c'est vraiment essayer de quelque part de mettre moins d'administratif, mais plus être dans l'efficacité et pouvoir réagir rapidement pour éviter que vous ne couliez. Cette procédure, tout ce qu'on vous a dit, je dirais, moi, là, pendant cette heure et demie, hein, puisqu'on arrive à la fin de notre webinaire, mais en tout cas en matière de présentation généraliste, c'est vrai que c'est très compliqué, c'est dense, vous avez reçu beaucoup d'informations, mais sachez qu'au sein de nos structures, vous avez la possibilité d'obtenir en tous les cas du soutien et de l'accompagnement. De l'accompagnement pour voir un petit peu avec vous quelle est l'origine ou quelles sont les origines en fait de vos difficultés, vérifier avec vous si vous êtes en état de cessation de paiement ou bien vous êtes plutôt dans une phase un peu délicate et vers quelle procédure on pourrait donc vous diriger.
je vous donne un exemple, hein, souvent, pour certaines personnes, on est simplement sur des petites notions de rentabilité, ou on est simplement sur des petites notions de, comme vous n'arrivez pas à vous projeter dans le futur, la mise en place d'un plan de trésorerie, souvent, vous permet de vous projeter et vous permet en fait de vous recadrer par rapport à votre situation. Comme vous disait Guillaume tout à l'heure, souvent, vous allez vous retrouver, hein, je prends l'exemple de certaines entreprises que j'ai pu rencontrer, qui, effectivement, après la période Covid, se sont retrouvés avec un travail, énormément de travail à réaliser, mais qui ont complètement omis la partie encaissement et qui se retrouvent aujourd'hui avec des difficultés en fait de trésorerie. Donc, on est bien là sur une situation où on a du travail, mais en fait, on a complètement oublié la partie encaissement en fait, et qui permet d'améliorer sa trésorerie. Donc, un tout petit élément sur lequel on va peut-être s'appuyer, nous, en tant que conseillers, pour vous faire dégager un petit peu, il faut faire sortir un petit peu la tête hors de l'eau. Donc, n'oubliez pas, voilà, donc gestion financière, rentabilité de l'entreprise, démarche auprès des structures judiciaires, prendre des rendez-vous auprès des banques, des tribunaux de commerce. Voilà, on essaiera de dresser avec vous un plan ou des diagnostics pour vous accompagner, en tous les cas, dans cette démarche. Donc, pour essayer de boucler un petit peu ce webinaire qui effectivement est très dense, et on arrive donc là au bout, c'est ce que je vous disais, hein, on est à 13h30 de notre temps, et puis je sais que vous êtes tous des chefs d'entreprise et vous avez besoin derrière de reprendre vos activités. On va finir par à peu près une petite demi-heure avec Cécile qui va nous expliciter un petit peu les questions que vous avez posées à travers donc à travers le chat, hein, si vous avez posé des questions. Et si vous avez besoin donc de poser des questions en direct, on vous demandera donc de lever la main. Donc, si vous regardez bien sur les petites icônes que vous avez peut-être un petit bonhomme avec une main. Voilà, on vous demandera de lever la main et au fur et à mesure, on donnera vos noms et vous poserez votre question pendant cette demi-heure. Donc là, j'ai Anne. Anne qui… Je vois qu'on n'a pas la petite mention sur APESA, si tu me permets d'en dire deux mots. Effectivement, oui, tu as raison. Là, on parle beaucoup d'entreprise, de votre vie de chef d'entreprise. Je voulais vous indiquer aussi qu'on est à votre écoute sur des difficultés aussi personnelles, parce que parfois, malheureusement, ça s'accompagne d'une situation personnelle pas évidente. Donc, sachez que nous, en chambre de métier, on peut vous orienter vers le dispositif APESA, qui est une association venant en aide aux chefs d'entreprise en souffrance psychologique, association qui a été créée d'ailleurs par un greffier d'un tribunal de commerce et d'un psychologue. Donc, n'hésitez pas aussi à venir nous en parler pour qu'on vous mette dans le dispositif si vous le souhaitez. C'est toujours selon ce que vous souhaitez. Donc, voilà, ne négligez pas cette partie-là qui est très importante également. Ouais. Merci Anne pour ton intervention. Tu as bien fait de parler d'APESA parce qu'on l'oublie. Voilà. Cécile, est-ce que tu as eu des demandes via le chat? Alors, en fait, les réponses ont été quasiment toutes faites au fur et à mesure. Là, il y a une dernière question qui nous demande où s'adresser, à quel service s'adresser dans la chambre de métier pour avoir un accompagnement sur l'analyse de trésorerie, donc les difficultés. Donc, en fait, j'étais en train de répondre, mais autant le faire de vive voix. En fait, il faut vous adresser au chargé de développement économique. Donc, je vais vous mettre le site de la chambre de métier Auvergne-Rhône-Alpes, et comme ça, vous aurez les différents contacts. Une question qui n'a pas été répondue, Fatima, c'était sur ta partie à toi, savoir si on pouvait solliciter un prêt exceptionnel pour les petites entreprises si on n'avait pas de compte bancaire professionnel. Ah, je ne sais pas que ce soit compliqué. C'est même très compliqué pour la simple raison, c'est que… Alors, est-ce que c'est une micro qui a répondu? Parce que souvent, ce sont des structures qui sont plutôt avec le système micro. Ouais, est-ce que la personne qui a posé la question peut ouvrir son micro? Oui, c'est fait. Voilà. Dites-nous un petit peu. Eh bien, en fait, je n'ai pas eu droit au prêt PGE parce que je n'ai pas de compte pro. Et la question, c'était, je ne connaissais pas le prêt exceptionnel pour les petites entreprises. Et sans compte bancaire professionnel, je veux savoir si on y a accès ou pas. J'ai peur que l'on soit sur le même positionnement, sauf si Guillaume ou Anne me disent le contraire. Mais moi, pour moi, les gens vont être sur le même positionnement. Il faudra un compte professionnel. Vous êtes en micro? Parce que moi, je suis en régime micro. Le gros souci, c'est que si vous voulez, avant, j'avais un compte pro
Et avec les difficultés financières, j'arrivais à 3 500 € de frais bancaires annuels. D'accord. Je suis passé en compte perso, banque en ligne, et je suis passé à 300 € de frais bancaires annuels. D'accord. Donc, je ne reprendrai pas un compte pro, c'est quasiment sûr, ce qui fait que je vais avoir droit à aucune aide. Ouais. Ce qu'il faudrait, c'est vraiment bien faire un point avec l'agent de développement, avec la personne en charge des entreprises en difficulté dans la chambre de métier à laquelle vous appartenez. Vous êtes sur quel département? Ouais. Je suis sur le Rhône. Sur le Rhône? Voilà, solliciter la structure et voyez un petit peu avec vous. Voyez un peu avec elle vers quel dispositif à quel dispositif vous pourriez prétendre. Très bien, merci beaucoup. Merci à vous. Allô? Oui. Allô? Oui. Ah, je ne sais pas si vous m'entendez. Moi, c'est Jacqueline. Bonjour Jacqueline. Voilà. Bonjour. J'ai une question ou alors des questions parce que moi, j'ai un restaurant. Je n'ai jamais bénéficié de quoi que ce soit, ni parce qu'au départ, j'ai été financée par une association. Non, je n'ai pas droit à un découvert autorisé déjà. Et quand j'ai demandé un prêt exceptionnel, on m'a dit que, bon, comme j'ai été financée au départ par une association, dont ma banque n'a pas pu m'aider. Bon, est-ce qu'il y a peut-être la région qui a mis des aides en place pour des gens qui sont dans ma situation? Et j'aimerais savoir aussi si par rapport à toutes ces aides, ils ont pensé au loyer, parce que moi, mon loyer, non seulement il coûte cher, mais je n'ai pas, puisqu'il y a certains de mes collègues qui m'ont dit qu'eux, ils ont, pendant le temps du Covid, ils ont bénéficié des aides par rapport à leur loyer. Mais moi, non. Donc, est-ce qu'il y a des aides qui sont mises en place? Est-ce que par rapport au prêt exceptionnel, j'ai droit à quelque chose? Je peux me retourner vers qui exactement? D'accord. Vous êtes vous êtes sous quelle forme juridique? Est-ce que vous ne seriez pas en micro également? Non? SASU. Vous êtes en SASU. D'accord. Oui. Et vous êtes installé depuis quand? 5 ans. 5 ans et on ne vous a pas octroyé ni de prêt, ce qui me surprend. Vous êtes dans quel département, madame? La Drôme. Alors juste, Fatima, si je peux, je voulais juste répondre à 2-3 trucs. 2-3 points. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'aide au loyer, elle est entre guillemets au bon vouloir du bailleur. Donc en fait, il faut demander à la personne qui vous loue effectivement le local si elle peut effectivement vous annuler certaines mensualités, enfin certains loyers, et elle va récupérer en fait en crédit d'impôt, enfin fiscalement, elle va récupérer la moitié du montant de ses loyers. Mais en fait, cette aide au loyer, elle n'est pas systématique. Ça veut dire que clairement que si le bailleur, la personne qui vous loue le local ne veut pas le faire, et ben à ce moment-là, il n'y a pas d'aide au loyer. Donc, il faut quand même lui poser la question. Ça permet en fait aux bailleurs, à ceux qui vous louent le local, de récupérer la moitié finalement du loyer qu'ils ont perdu en crédit d'impôt. Mais ce n'est pas une aide systématique. Après, au niveau de la région, il n'y a pas eu. Je suis étonné que vous n'ayez pas pu solliciter parce qu'il y avait la trésorerie. Enfin, il y avait malheureusement là aujourd'hui toutes les aides, elles ont été fermées, elles ont été clôturées. Il y a des aides à l'investissement, mais ça, c'est pas le sujet. Donc, toutes les aides qu'il y avait sur la trésorerie, etc., au niveau de la région, elles ont été clôturées. La seule aide de trésorerie que vous pouvez avoir, en plus des étalements, de tout ce qu'on a dit effectivement au début de la réunion, moi, ce qui m'aide, voilà, c'est effectivement le PGE. Et il faut faire attention parce qu'il y a beaucoup je ne veux pas faire de clichés, mais il y a quand même beaucoup de banques qui, des fois, se débarrassent, je me permets entre guillemets un petit peu du truc, en disant oui, vous avez été financé par tel truc, voilà. Donc, faut reposer la question à votre banque et surtout, si jamais effectivement, voilà, il vous semble que la raison elle n'est pas forcément valable, à ce moment-là, on peut toujours tenter de faire une médiation du crédit. Et là, bizarrement, en général, le rapport de force s'inverse. Donc, en tout cas, voilà, moi, ce que je pouvais vous dire par rapport aux questions que vous avez posées, quoi. C'est ça.
Et c'est surprenant, oui, effectivement. Puisque le FRU qui est un dispositif de prêt régional, lui, a été arrêté. Mais je pense que l'origine du refus de la banque n'est pas forcément liée au fait que vous avez été financé par une association au démarrage. Ça me surprendrait. Il y a peut-être aussi une rentabilité la rentabilité. Est-ce que votre entreprise est en capacité ou pas à pouvoir assurer un prêt, c'est ce que je disais tout à l'heure, un prêt bancaire. C'est pour ça que votre situation est vraiment à bien analyser. Je ne sais pas. Je sais pas. Voilà, au départ, j'ai été financée par une association. Vous entendez très mal. C'était des prêts qui ont été mis en place pendant 5 ans. Jusque-là, je les ai tous remboursés. D'accord. Donc, je ne vois pas pourquoi. Moi, je pense que. Voilà, je disais qu'au départ, vous m'entendez là? Vous m'entendez mieux? Vous entendez très mal, oui. Mais allez-y. Allô? Oui, dites-nous. Allô? D'accord. Simplement pour vous dire, donc, madame, ce que je vous conseille, c'est déjà de faire un point par rapport à votre structuration financière, en fait, faire déjà un premier diagnostic de votre entreprise et vérifier si oui ou non votre structure est en capacité. Voilà. Oui, on ne vous entend pas du tout. Voilà. On vous entend au pas. départ, j'ai été financée par. Oui, vous m'entendez mieux? Non, c'est pas très clair. Alors, non, on ne vous entend pas très bien, mais ce que je vous propose, c'est de contacter la personne en charge des entreprises en difficulté dans la Drôme. Elle fera un point avec vous. Je dois avoir un problème de réseau. Oui. Moi, je vous entendais jusqu'à là. Écoutez, si vous m'entendez, on ne vous entend pas très bien, mais voilà, je vous demande de bien contacter la personne en charge, puisqu'on va prendre une autre personne qui lève la main depuis tout à l'heure et qui veut être renseignée. Et on arrive au bout de la présentation. Et c'est quoi comme structure? C'est qui a un numéro de téléphone? On ne vous entend pas, madame. En fait, on ne vous entend pas. Si vous m'entendez, voilà, contactez la Chambre de métier de la Drôme. Sinon, Elina, est-ce que tu peux… un numéro de téléphone. On va le mettre dans le chat. On vous envoie les éléments. On vous envoie les éléments. Reprends vos… Je vais mettre le numéro de la Drôme dans le chat. Merci, Cécile. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone mis en place pour pouvoir contacter cette personne? On vous envoie les éléments. S'il vous plaît. D'accord, voilà. On vous envoie les éléments. Alors, Philippe Leclerc, qui a levé la main depuis tout à l'heure. Oui, j'ai la main, j'ai mal à la main maintenant. Bonjour. Merci encore pour tout ce que vous avez fait. Ça rassure qu'on n'est pas tout seul. Et ça conforte par contre les 2 sondages qu'on a vus, c'est-à-dire est-ce que vous vous êtes posé des questions de la difficulté? Apparemment oui. Et est-ce que vous connaissez ces aides? Apparemment non. Et c'est ça qui m'inquiète le plus. J'ai ouvert un magasin en plein Covid parce que je n'ai pas eu le choix. Je suis dans un secteur multimédia informatique. Et quand la cave était pleine de matériel, parce que j'ai été informé par mes fournisseurs qu'en novembre 2019, il y avait quelque chose qui se passait, il a fallu qu'on prenne une décision. Parce que là, le seuil personnel et familial était impacté directement par l'entreprise. Ce qui se passe, c'est que je me suis fait cambrioler. Donc j'ai eu les frais directs et les frais annexes. Les frais directs ont été pris en charge par l'assurance. Les frais annexes, c'est débrouillez-vous. J'ai longtemps sonné l'alerte à ma banque. On a le temps, on vous suivra, tout ça. Par contre, quand j'ai été dans la merde, il n'y avait plus personne.
Donc, ce qui se passe, c'est qu'au moment où enfin j'ai réussi à demander un PGE, j'ai pas signé de papier, on m'a dit on vous le demande, et au final j'ai eu un refus. Je suis fatigué, donc je ne vais pas attaquer la banque en justice. Je n'ai pas de temps à perdre avec ces gens. J'ai réactivé mes comptes bancaires qui étaient dans ma précédente commune, à Toulouse. Donc, je suis dans le Rhône et c'est une banque toulousaine qui s'occupe de mon entreprise et de ma vie. Ce qui se passe, c'est que la banque ici a suffi en 2-3 mois à me donner une cotation négative de la Banque de France. Donc, Oui. tous mes nouveaux fournisseurs demandent d'encours, vous connaissez la réponse. Aujourd'hui, c'est quand un entrepreneur, je ne suis peut-être pas le seul, on voit les chiffres, on alerte et qu'on n'a pas de retour ou qu'on nous dit c'est pas possible. Bon, on fait confiance. On a un partenaire, on fait confiance à notre partenaire. Ce qui se passe, c'est que la nouvelle banque, elle, vu que la première banque a foutu le bordel, ma deuxième banque n'a pas pu agir à temps. Aujourd'hui, je n'ai jamais pu saisir le médiateur. Voilà. C'est qu'aujourd'hui, quand un patron ou un entrepreneur contacte la Chambre des métiers, j'ai contacté vos collaborateurs dans le Rhône, à Tarare et tout ça, ce qui se passe, c'est que la machine était déjà engagée. Aujourd'hui, je tiens le coup, j'ai 2 salariés. Moi, je ne touche pas un pet de mon entreprise. Ça fait 7 ans que je la tiens. Un jour, peut-être, je me paierai, mais ça, c'est pas le plus important, quoique quand même. Et je viens de m'engager auprès d'un apprenti qui a fait ses preuves pendant un stage, un pauvre petit jeune qui a 17 ans, qui est dyslexique, qui a été mis à la porte de tout le monde parce que malheureusement, ce gamin, il apprend lentement. Je suis pour le handicap, je défendrai le handicap, je défendrai toujours ça. Et aujourd'hui, je suis dans une situation où là, je suis aujourd'hui dans, je vais payer mes salariés, hein. Je vais payer mes charges. Et quand je me rends compte que même l'URSSAF me donne des chiffres que je ne comprends pas, que ma RH ne comprend même plus ces chiffres, malgré tous les courriers qu'on fasse, et qu'en fait, au final, on se prend des mises en demeure. Elle est où la lance? Elle est où la relance? On nous donne des mises en demeure maintenant. Et quand je demande pourquoi est-ce que j'ai pas de courrier, pourquoi j'ai pas de mail, pourquoi j'ai pas de contact, pourquoi j'ai personne à qui parler, on est dans un monde où on a complètement oublié l'être humain. Mon entreprise est dédiée à l'être humain parce que c'est autre chose qu'une carte bleue. Et quand j'ai l'impression que nous, les petits artisans qui nous battons tous les jours pour traîner et pour donner un service supplémentaire aux clients, à un circuit de notre commune, de notre région et tout ça, pourquoi est-ce qu'on n'a pas les informations que vous nous avez données et pourquoi on a cette sensation d'être malheureusement pris pour, voilà, vous devez tant. D'accord. Bon, on vous Et comprend quand on bien. demande des questions, en fait, c'est ça, c'est que aujourd'hui, quand on se pose des bonnes questions et qu'on demande aux personnes ou aux partenaires qui sont normalement habilités à nous répondre, là, l'aide exceptionnelle, le prêt exceptionnel aux entreprises, j'étais même pas au courant. Et je ne peux pas en vouloir à mon expert comptable. Mon expert comptable, quand on voit la crise qu'il a dû subir à aider toutes les entreprises pendant le Covid, il était au front en train de soutenir les entreprises, en train de faire des tutos sur Internet. Il était tout le temps présent, il répondait. Une fois, il m'avait appelé à 9h30 du soir. On ne peut pas en vouloir aux experts comptables de ne pas tout gérer, de ne pas tout faire. Un banquier, quand on leur demande, ils nous disent un bilan, on leur fournit un bilan. Mais un bilan avec un cambriolage. Quelle est votre situation en matière de trésorerie aujourd'hui? Écoutez, aujourd'hui, j'ai été surpris. Tout à l'heure, j'ai vu que mon compte était en positif et que dans 1 heure, il sera en négatif parce que je refuse que mes salariés ne bouffent pas. Parce qu'ils ont des familles, nos salariés. Nos salariés ont des enfants. Que moi, je mange des pâtes, je m'en fous. D'accord. Mais voilà, on en est là. Simplement, donc là, vous êtes dans le Rhône. Est-ce que vous connaissez votre contact entreprise en difficulté dans le Rhône? Non, parce qu'on m'a jamais parlé de contact entreprise en difficulté. En fait, ça fait depuis le cambriolage. Au moment du cambriolage perçu en mars, j'ai mis les sonnettes d'alarme. Attention, aujourd'hui je tiens, je paye, mais à un moment donné, ça va mal se passer. Il faut vraiment faire un point avec la personne. Cécile, tu peux mettre les coordonnées de la CMA du Rhône?
Oui. Voilà, contactez bien la chambre de métier du Rhône et vous demandez la personne en charge des entreprises en difficulté. D'accord? Comme ça, vous allez pouvoir au moins faire poser au moins un diagnostic sur votre situation, voir comment vous dirigez et vers quels éléments vous pourriez vous positionner. Oui, parce qu'en fait, aujourd'hui, on nous parle de nos obligations en tant qu'entrepreneur, mais on oublie, là, vous parliez tout à l'heure de ne pas oublier aussi la facturation. Bon, moi, j'ai eu la chance de pouvoir facturer des clients. Il y en a qui n'ont même pas pu le faire, donc tant pis dommage pour eux, pardon. Mais derrière tout ça, en fait, il y a de l'être humain. Et plus on avance, plus on se dit, est-ce que vous avez votre compte Internet? Est-ce que vous avez votre compte des impôts et tout ça? C'est pas moi qui gère, c'est mon comptable. C'est eux qui ont les papiers, c'est eux qui gèrent. Moi, je paye. Voilà. Vous me dites qu'il faut payer, bah, je paye. Et puis voilà. Donc C'est voilà, toutes faites ces bien obligations. ce que je dis, voilà, faites bien le point avec. Voilà, donc il y a Cécile qui vous a mis les coordonnées de la chambre de métier du Rhône. Demandez à avoir un rendez-vous avec la personne, comme ça vous allez pouvoir bien poser le bon diagnostic par rapport Oui, à voilà. votre situation. Et au moins, voilà, vous allez être accompagné en tous les cas, dans cette démarche. D'accord? D'accord. Au moins, vous verrez bien avec lui vers quel élément, en tout cas, quel soutien vous pourriez vous positionner. D'accord. D'accord? Voilà, que vous soyez bien. Par rapport à l'embauche de votre apprenti, vous avez bien bénéficié des aides? Bon, ils sont toujours pas là, hein. On a les dossiers. Là, vous voyez, j'ai voulu vérifier mon compte SILAE. Oui. Bah, maintenant, je peux même plus accéder. Il me dit que j'existe pas. Donc bon, D'accord. Ouais, donc alors que je j'ai les codes comprends. d'accès dans mes emails et tout. Enfin bref, D'accord. voilà, c'est On sent un les peu aides. on sent Après, un peu de détresse là dans bah, en fait, c'est ça, votre demande. c'est pas Voilà. forcément une Oui. détresse, c'est simplement dire que oui, on veut bien faire les choses, on veut bien répondre à des obligations, mais à un Bien moment sûr. donné, quand le système en lui-même ne Bien suffit sûr. plus, et moi je Ouais. dis toujours, vous êtes là, vous avez un boulot monstre, vous pouvez pas être toujours disponible. On peut très bien l'entendre ça, mais à un moment donné, quand on frappe à la porte et que au final, bah, il y a envoyez-nous un mail. C'est quand même, on nous dit Voilà. voilà vos obligations. Ok. Là, les entrepreneurs, on est tous là entrepreneurs. Moi, je me rappelle qu'on m'a demandé une obligation légale de gestion électronique de documents. Bien Qui sûr. me paye ma solution qui me coûte 500 € par mois hors taxe? Qui c'est qui me la paye? Et ça, si je le fais pas, j'ai une amende. Et vu que je suis du genre un peu à vouloir faire proprement les choses, qu'on vienne pas me faire de reproches, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui me disent: «Mais te prends pas la tête avec ça». D'accord. Bah, Eh si bien, on fait écoutez, tout ça, voilà, on faites est en tous les cas, voilà, contactez bien la chambre de métier du Rhône, faites un bon diagnostic, posez bien tout, comme ça, la personne pourra balayer un petit peu en tout cas, toutes les solutions qui pourraient, par lesquelles vous pourriez être, en tout cas, impacté. Faites-le assez rapidement, notamment si, on ne sait jamais, il suffit que vous puissiez prétendre à une aide qui s'arrêterait là le 31 décembre, que la demande soit faite assez rapidement, puisqu'on ne sait pas si ça va être prolongé. D'accord? Ah bah, on m'avait parlé d'aide pour le refus du PGE, et puis au final, quand j'ai voulu saisir le médiateur, on m'a dit: «Ça sert à rien». Ok. Donc j'ai jamais fait de dossier, donc j'ai perdu les deltas de temps que soi-disant on avait le droit. À force de vous dire, vous allez tomber ou ça sert à rien, bah, les gens ils font plus rien en fait. D'accord. Eh bien, Voilà. merci pour votre intervention, Monsieur Merci à vous Leclerc. en tout cas Voilà. et bon En tout cas, courage à voilà, contactez bien la chambre de métier. D'accord. J'ai Cécile qui voulait intervenir. Cécile? Oui, non, parce qu'en fait, il y a eu plusieurs remarques dans le chat. Les personnes s'inquiètent de savoir si elles vont pouvoir avoir accès au PowerPoint ou au replay. Donc, peut-être juste informer des suites qui seront données après ce webinaire. D'accord. Oui, effectivement, vous allez avoir accès. On va vous envoyer un mail avec peut-être une évaluation. Tu me dis si je me trompe, Elina. Et puis, vous aurez accès en fait au replay de ce webinaire. Voilà. Donc, la réponse à votre question. Est-ce qu'on a une autre dernière question? Puis après, on va arrêter. Et je vous demanderai donc tous de contacter les chambres de métiers compétentes, en tous les cas, de votre territoire. Dernière question? Sinon, on a été suffisamment clair pour vous tous. Ah. Et regardez des applaudissements. Merci. Merci, Monsieur Leclerc.
Une main levée. Emmanuel, j'ai vu un Emmanuel quelque chose. Ça va être la dernière question pour ce webinaire. Emmanuel? Oui, non, c'était juste pour valider le fait que c'était tout, quoi. Voilà, j'avais pas de questions. D'accord, bon, c'est super. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous tous. On vous souhaite à tous donc une bonne continuation dans tous les cas dans vos entreprises. Sachez que voilà, nous sommes là pour vous écouter, voire vous accompagner. Donc, aussi bien dans les moments difficiles que dans les moments plus heureux. Si vous ne connaissez pas encore les services donc, des chambres de métier, rapprochez-vous de nos différents services. Allez voir sur nos sites internet ce qu'on peut vous proposer. Nous ne sommes pas là uniquement pour, nous sommes là pour traiter à la fois avec vous vos difficultés, mais aussi travailler avec vous sur le développement de votre entreprise à travers donc différentes actions que l'on reproduit également, donc que l'on va remettre en place donc sur 2022, telles que le développement de l'entreprise à travers son développement commercial, la stratégie, les innovations. Voilà, donc vous avez comme ça tout un panel de prestations qui vous sont destinées et que vous oubliez souvent. Merci à vous tous, merci à Anne, merci à Guillaume. Merci à Elina et merci à Cécile. Si vous pouvez mettre vos caméras, ça permettrait aux gens de vous voir, de vous revoir avant de couper cet enregistrement. Voilà, et Cécile. Donc voilà, donc comme ça vous permet de mettre un visage sur les personnes que vous avez vues pendant ce webinaire. Et je vous souhaite à tous une très bonne journée et puis bonne continuation. Bon après-midi. Merci. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.